La fille de l'Inde, le cri d'une femme, l'écho d'un monde. Ce documentaire marquant de Leslie Udwin revient sur l'horrible agression sexuelle en groupe et le décès tragique de Jyoti Singh, une étudiante de 23 ans à New Delhi en 2012. Un événement qui avait provoqué de nombreuses manifestations à travers l'Inde. Ce film relate avec soin les circonstances de cette nuit. Jyoti et son ami montent dans un bus, pensant rentrer chez eux. Mais ce bus est pris en charge par 6 hommes dont un mineur qui les attaque avec une grande brutalité. Le documentaire met l'image d'archives, témoignages émouvants de la famille de Jyoti, d'activistes, de journalistes, ainsi que les paroles d'un des agresseurs emprisonnés. Ces propos, sans aucun regret, ont suscité une vive émotion dans le monde entier. Plus inquiétant encore, certains avocats de la défense et policiers interviewés tentent de minimiser les faits ou de justifier certains comportements en blâmant la victime ou en invoquant des normes culturelles dépassées, ce qui révèle une mentalité patriarcale profondément enracinée. Les 6 hommes impliqués dans l'agression ont tous été arrêtés et jugés. 4 des accusés adultes ont été condamnés à la peine capitale et exécutés en 2020. Un autre est décédé en prison, tandis que le mineur impliqué a été placé dans un centre de réhabilitation conformément à la loi indienne. Malgré cette justice ferme, le documentaire souligne que les questions de sécurité des femmes et d'égalité restent des défis majeurs. Initialement diffusé par la BBC, le film est rapidement censuré en Inde, les autorités estimant qu'il pourrait provoquer des tensions et nuire à l'image du pays. Mais cette censure provoque un important mouvement de soutien international et le documentaire devient viral en ligne. Sous le soleil, un regard interdit sur la Corée du Nord. Sous le soleil est un documentaire réalisé par Vitaly Mansky, un cinéaste russo-ukrainien. En 2015, il a été invité en Corée du Nord pour filmer la vie d'une famille censée représenter les idéaux du régime. Mais dans ce pays où chaque détail, du regard au moindre geste est surveillé, Mansky a réussi à filmer discrètement ce que les autorités préféraient garder caché. Ce qui commence comme le portrait d'une famille modèle, incarnant les valeurs officielles, devient rapidement un témoignage saisissant d'une vie strictement contrôlée. Mansky savait qu'il prenait un risque important. Invité comme outil de promotion, il a cependant enregistré en secret des images non autorisées, profitant des moments calmes pour montrer les coulisses, là où la façade se fissurait. Les agents du régime suivaient ses moindres mouvements, mais Mansky, en jouant la conformité, a pu cacher la réalité de ce qu'il captait. Il a ensuite dû faire sortir ces images du pays, un acte délicat qui aurait pu avoir de lourdes conséquences tant pour lui que pour les personnes filmées. Certaines scènes frappent par leur sincérité. Par exemple, la jeune fille choisie pour représenter l'étudiante idéale récite des phrases apprises, ajustant sans cesse sa voix sous l'œil attentif des responsables. Entre les prises, son sourire disparaît, laissant transparaître une fatigue visible. Une autre séquence montre les parents, posés comme une famille parfaite dans une usine, répétant des gestes minutieusement réglés, sous la surveillance constante des autorités. Tout semble parfait, mais chaque détail révèle une réalité bien plus lourde. Ces personnes vivent selon un script strict. À sa sortie, le film a été vivement critiqué par la Corée du Nord, qui l'a qualifié de déformation de la réalité et de message hostile. Pourquoi une telle réaction ? Parce que Sous le soleil montre avec précision à quel point la propagande officielle est artificielle. Il ne s'agit pas seulement de montrer des citoyens contrôlés, mais de révéler comment ce contrôle devient une habitude, effaçant toute spontanéité. Le documentaire a eu un large écho à l'international. Présenté dans de nombreux festivals, il a été salué pour son courage et sa valeur informative. Mais il a aussi suscité un débat. Jusqu'où peut-on aller pour montrer la vérité sur un régime autoritaire ? Terrien, les coulisses sombres de l'industrie animale. En 2005, le documentaire Earthling, réalisé par Sean Monson et narré par Joaquin Phoenix, a marqué un tournant dans la manière dont beaucoup perçoivent la relation entre les humains et les animaux. À travers des images brutes et souvent difficiles à regarder, le film expose les souffrances invisibles infligées aux animaux dans divers secteurs. Élevage industriel, expérimentation scientifique, commerce des animaux de compagnie et divertissement. Ces séquences, soutenues par une bande-son angoissante de Moby, ne laisse aucune place à l'ambiguïté. L'objectif est simple mais percutant, contraindre les spectateurs à confronter la réalité derrière des habitudes d'apparence anodines. Pour Sean Monson, cette œuvre ne devait pas exister sous sa forme actuelle. Initialement, il envisageait de réaliser de simples spots de sensibilisation pour encourager la stérilisation des animaux domestiques. Pourtant, en explorant plus profondément les rouages de l'industrie animale, il fut confronté à des images si dérangeantes qu'il décida de s'attaquer à un projet bien plus vaste. Le tournage du film s'est avéré d'une complexité extrême. 6 ans ont été nécessaires, entre les obstacles techniques et la difficulté d'accéder à des lieux gardés secrets par les grandes industries. Le documentaire repose sur des faits concrets qui horrifient par leur froideur et leur brutalité. Une scène particulièrement marquante montre des mises à mort en grande quantité dans des installations d'élevage industriel où des centaines d'animaux subissent la violence d'équipements destinés à gérer rapidement les animaux, mais sans considération morale. D'autres séquences exposent des animaux de laboratoire, leur souffrance visible étant ignorée au nom d'un prétendu progrès scientifique.
Le film établit un parallèle troublant entre ces pratiques et des discriminations historiques comme le racisme ou le sexisme, soulignant le concept de spécisme, cette hiérarchisation arbitraire entre les espèces. Malgré son impact, Earthling ne fut pas accueilli sans controverse. Plusieurs pays ont tenté de restreindre sa diffusion, le qualifiant de trop graphique pour le grand public. Cette critique n'a fait que renforcer la vision de Manson. Éveiller les consciences était nécessaire pour réveiller les consciences endormies. L'interdiction partielle dans certains endroits n'a pas empêché le film de trouver un écho mondial. Joaquin Phoenix a déclaré que pour chaque spectateur, 3 autres finiraient par entendre parler de cette œuvre. Earthling est devenu un catalyseur du mouvement vegan. Nombreux sont ceux qui, après avoir vu ces images, ont remis en question leur alimentation, leur consommation et leur rôle dans cet engrenage de mauvais traitements. Titicut Folly, un hôpital psychiatrique sous surveillance. Que reste-t-il de l'humanité quand les patients d'un hôpital psychiatrique sont déshabillés de leur dignité, exposés dans des conditions difficiles? Titicut Folly, documentaire de Frederick Wiseman, réalisé en 1967, éclaire avec un regard brut et accusateur les pratiques du Bridgewater State Hospital, une institution américaine pour détenus jugée mentalement instable. Sa caméra, discrète mais implacable, se promène dans des couloirs glacials, où les patients ne sont que des corps en souffrance, filmant ce que personne n'était censé voir. À l'origine, Wiseman prévoyait de documenter les activités culturelles et récréatives au sein de l'établissement. Mais une fois sur place, ce qu'il a vu dépassait de loin tout ce qu'il imaginait. Des scènes d'exposition involontaire, des cellules insalubres, des repas administrés de manière coercitive. Il a décidé de montrer les pratiques sévères dans leur vérité la plus nue. Son choix stylistique, sans voix off, ni musique, invite les spectateurs à observer ces instances sans filtre, face à un système qui réduit les êtres humains à des ombres. Certaines scènes restent gravées dans la mémoire. Très vite, Titicut Follies a été interdit par le gouvernement du Massachusetts, invoquant la protection de la vie privée des patients. Mais les critiques ont vu cela comme une tentative désespérée d'étouffer un scandale. Le juge Harry Calus, arguant que le film exposait la souffrance humaine à des fins sensationnalistes, ordonna la destruction de toutes les copies. Ce n'est qu'en 1991, après 24 années de censure, qu'un tribunal déclara que l'importance historique et éthique du film l'emportait sur les considérations de vie privée. Aujourd'hui, Titicut Folly est étudié dans les écoles de droit, de médecine et de cinéma comme un document essentiel sur les abus systémiques. Ironiquement, Bridgewater a fermé ses portes des années plus tard, en partie grâce à la lumière crue jetée par Wiseman. Cette œuvre continue d'interroger. Que mérite-t-on de voir ? Et que garde-t-on trop souvent dans l'ombre? Fahrenheit 911, la politique sous le feu des projecteurs. Alors que l'Amérique pleure, Michael Moore filme et dans Fahrenheit 911, il pointe directement du doigt des figures de pouvoir, accusant certains d'avoir transformé une tragédie nationale en une occasion de servir leurs propres intérêts. Ce documentaire, sorti en 2004, est un portrait implacable de la présidence de George W. Bush et du conflit en Irak. Il s'attaque aux liens financiers entre la famille Bush, l'industrie pétrolière et la monarchie saoudienne, tout en dénonçant la manipulation de la peur collective pour justifier une intervention militaire controversée. Le titre du film, une référence au roman Fahrenheit 451, claque comme un avertissement. La température à laquelle la liberté s'enflamme. Moore accuse le gouvernement de s'être servi des événements du 11 septembre comme d'un prétexte pour une intervention liée aux intérêts pétroliers et politiques, plutôt que par une véritable nécessité sécuritaire. Des accusations explosives, mais soutenues par des exemples percutants. L'une des scènes les plus marquantes montre le président Bush, tranquillement installé dans une classe d'école primaire le matin des événements, lisant un livre pour enfants alors qu'un conseiller lui annonce que le pays est attaqué. Pendant plusieurs minutes, Bush reste figé, silencieux, l'image même d'une réponse désordonnée face à une crise. Moore juxtapose ces instants avec une série de témoignages poignants, notamment ceux de mères en deuil et de militaires affectés, offrant un contraste saisissant entre les dirigeants et ceux qui paient réellement le prix des décisions politiques. Mais la scène qui frappe le plus est celle où il révèle qu'à peine une poignée de membres du Congrès avaient des enfants en service en Irak. Une vérité inconfortable mise en parallèle avec les familles ordinaires envoyant leurs proches au combat. Le conflit, explique Moore, n'est pas équitablement réparti. Il est influencé par une élite éloignée, visant des bénéfices bien éloignés des valeurs affichées. Fahrenheit 911 n'a pas seulement divisé les États-Unis, il a aussi suscité des vagues internationales. Dans plusieurs pays du Moyen-Orient, dont le Koweït, le film est interdit pour son ton critique envers le gouvernement américain et les alliés saoudiens. Pourtant, lors du Festival de Cannes, il décroche la prestigieuse Palme d'Or, devenant un symbole de contestation politique. Certains y voient du courage, d'autres le dénoncent comme une communication officielle contestée, pleine de mensonges, comme l'a décrit l'ancien maire de New York, Ed Koch. Qu'on le loue ou le critique, Fahrenheit 911 reste une œuvre qui refuse de laisser les spectateurs indifférents. The Cove,
Un secret caché dans les eaux du Japon. Derrière les collines paisibles de Taiji, un petit village côtier au Japon s'étend un secret sombre. Chaque année, des centaines de dauphins sont conduits malgré eux dans une crique isolée, une véritable scène de prise massive loin des regards du public. The Cove, réalisé en 2009 par Louis Physios, dévoile cet enfer à travers une mission clandestine digne d'un thriller. Le film est bien plus qu'un simple documentaire animalier. C'est un acte de révélation qui mêle activisme et équipement high-tech. Louis Psioios, ancien photographe de National Geographic, s'est entouré d'une équipe inhabituelle composée d'activistes, experts en camouflage et apnéistes. Grâce à des caméras sophistiquées déguisées en rochers, des drones et des dispositifs de vision nocturne, ils ont infiltré la zone ultra surveillée. Ces outils étaient nécessaires car les pêcheurs et les autorités locales faisaient tout pour cacher ces pratiques. Les images capturées sont parmi les plus dérangeantes jamais montrées. Une séquence insoutenable montre la mer passer lentement de bleu clair à liquide rouge, teintée par les traces rouges des dauphins mis à mort. Les sons perçants des animaux résonnent, fantastiques et terrifiants, tandis qu'ils se débattent désespérément contre leur destin. Ceux qui ne sont pas éliminés sont sélectionnés pour être vendus à des aquariums et des parcs marins. Une fois le film terminé, The Cove a suscité un débat immédiat. Accusé de critiquer ouvertement une tradition culturelle japonaise, le documentaire a une réception difficile au Japon. Les groupes nationalistes ont exercé des oppositions pour limiter sa diffusion dans les cinémas et certaines projections ont été annulées. Le film, cependant, ne condamne pas toute une nation. Il met en lumière un système économique et local, caché derrière l'argument de la tradition. Malgré les obstacles à la projection, l'impact mondial fut immense. The Cove a remporté l'Oscar du meilleur documentaire et suscité des manifestations contre la pratique de pêche aux dauphins dans le monde entier. Dans sa critique d'apparence insignifiante, le visage de Taiji est devenu le symbole d'un engagement pacifique pour les droits des animaux marins. 7. The Act of Killing, quand les bourreaux rejouent leur passé. Imaginez un homme rejouant ses propres actes violents, non pas avec des remords, mais avec un enthousiasme digne d'une super production hollywoodienne. C'est ce que Anwar Congo, une personne responsable indonésienne, fait dans The Act of Killing, un documentaire à la fois choquant et perturbant réalisé en 2012 par Joshua Oppenheimer. Anwar, qui revendique ouvertement avoir participé aux violences de grande ampleur de 1965-66 en Indonésie, où entre 500 000 et 1 million de personnes ont perdu la vie, accepte ici de recréer ses actes, mais selon ses propres termes, dans des mises en scène grandioses inspirées de films d'action, de western et même de comédies musicales, où la fierté cède peu à peu la place à quelque chose de bien plus troublant. Le contexte historique joue un rôle crucial. Entre 1965 et 1966, l'Indonésie a été le théâtre de violences de grandes ampleurs, orchestrées sous prétexte d'éliminer la menace communiste. Les responsables, loin d'être cachés ou jugés, furent ensuite érigés en héros par le régime. Oppenheimer met cette normalisation de la violence en lumière en ne centrant pas son documentaire sur les victimes, mais sur les responsables. Le film explore leurs perspectives, leur justification et le poids invisible de leur action. Anwar Congo, par exemple, qui affirme avoir causé la mort de centaines de personnes avec des méthodes particulièrement efficaces, commence la reconstitution avec un sourire éclatant, mais son masque se fissure au fil des scènes. Un moment emblématique survient lorsqu'il recrée une méthode d'élimination, qu'il qualifie lui-même de rapide et propre. Alors qu'il explique les détails d'un calme dérangeant, son humeur change. Après la scène, il ressent un malaise physique, comme si son corps rejetait enfin cette fierté irréelle. D'autres autour de lui se vantent de leur action violente avec une décontraction qui glace le sang, parlant des violences comme de simples souvenirs de jeunesse. Le gouvernement indonésien a rapidement réagi contre le documentaire, bien qu'il n'ait techniquement pas interdit sa diffusion. Officiellement, les autorités affirment que le film ne reflétait pas fidèlement l'histoire. Mais derrière cette affirmation se cache une réalité plus dérangeante. The Act of Killing brise le silence sur une culture de l'impunité. Les responsables étaient encore au pouvoir ou protégés et le documentaire mettait à nu une mémoire collective étouffée par des décennies de déni. À l'étranger, le film a déclenché une vague inattendue. Acclamé dans les festivals, il a été nominé aux Oscars et a remporté un BAFTA. Mais pour Oppenheimer, son impact le plus fort reste en Indonésie. Bien que les membres indonésiens de son équipe aient choisi de rester anonymes pour leur sécurité, le film a circulé en ligne et déclenche un débat national sur les violences de grande ampleur, une étape cruciale dans la reconnaissance d'un passé dont beaucoup ignoraient les détails.